pour moi de vous retrouver pour cette émission, une émission spéciale élection législative, puisqu'il était important que nous puissions faire une analyse profonde concernant les résultats des dernières élections. Alors, pour ce faire, j'ai invité sur ce plateau un homme que vous connaissez bien, Pierre-Yves Chicot. Il est avec moi en plateau. Pierre-Yves Chicot, bonsoir et merci d'être ici et qu'on puisse parler de ces élections. Alors, qui est le grand gagnant de cette élection? Alors, le grand gagnant de ces élections législatives, à la fois pour la Guadeloupe et pour les pays français d'Amérique, ce que j'appelle les pays français d'Amérique, Guadeloupe, Martinique, Guyane, pour rester dans notre bassin américain. Et sur le plan national, c'est bien entendu l'abstention. C'est une formule un peu convenue, mais c'est bien vrai qu'au fur et à mesure des consultations électorales, on s'aperçoit que les citoyens électeurs boudent de plus en plus les urnes et il est convenu de dire, à l'issue d'une analyse globale, que le premier gagnant, c'est bien entendu, ou la première gagnante, c'est bien entendu l'abstention. La deuxième chose qu'il faut dire, c'est que les forces d'opposition à la majorité présidentielle ont soit bien résisté, il faut parler par exemple de la droite républicaine, et là je parle sur le plan national, et puis le Rassemblement national, et puis la France insoumise, qui s'était érigée pendant toute la durée du quinquennat en opposition à la majorité présidentielle et au président réélu. Et on peut considérer que ces partis-là ont réussi leur pari. J'ai écouté un commentateur de la vie publique nationale qui disait que le président de la République était en quasi-minorité à l'Assemblée nationale, parce qu'effectivement, si on fait l'agrégation des partis qui ne sont pas favorables à sa politique, évidemment, il est en situation de minorité. Bon. Alors on voit quand même que la NUPES, cette nouvelle union, a quand même quelques difficultés aujourd'hui, puisqu'on voit qu'ils ne s'entendent pas forcément. Il y en a qui sont d'accord pour créer 4 groupes parlementaires, d'autres qui disent non, il faut qu'on fasse bloc face à Marine Le Pen. Donc on sent déjà qu'il y a quelques tensions. Alors je pense qu'il aurait été naïf de croire que des partis politiques qui chacun ont leur identité auraient pu devenir un bloc monolithique. Là, le Parti socialiste, qui fait partie de la NUPES, et ce qu'on appelle traditionnellement la gauche de gouvernement, même si elle s'est beaucoup étiolée. Le Parti communiste a son histoire qui lui est particulière, avec une idéologie particulière. La France insoumise et la sécession naît de la sécession du Parti socialiste, et puis bien entendu Europe Écologie Les Verts, qui a aussi son identité politique. Donc il me semble que c'est un peu naïf de croire que ces 4 partis politiques auraient pu créer un bloc monolithique sur la durée, puisque les sensibilités peuvent être différentes, les nuances existent, et puis les différences existent également. Cependant, ce qu'il faut noter, c'est qu'on se rend compte que le président de la République avait une majorité présidentielle sous l'ancien quinquennat, une majorité qui était insolente, et elle était tellement insolente que ça a créé de la frustration de la part de l'opposition. Et on voit que quelques temps après, maintenant que la majorité présidentielle n'est plus en position d'absolutisme en termes de pouvoir politique, eh bien, cette majorité présidentielle sera obligée d'aller glaner ça et là des voix, une écoute qualitative de la part de partis qui ne font pas partie de la majorité présidentielle. Donc je note surtout le fait qu'ils ont réussi leur pari, la NUPES, c'est-à-dire de partir unis à ces élections législatives et d'arriver de manière massive au sein de l'hémicycle. Alors j'aimerais quand même rappeler quelques chiffres. Ensemble a obtenu 246 sièges, la NUPES 142, le RN 89, LR UDI 64. Alors partons un petit peu sur le plan international, voir un petit peu ce qui se dit et voir avec vous si vous êtes d'accord avec tout cela, puisque les Britanniques disent, nous on ne comprend pas. On ne comprend pas que les Français aient porté un président en tête. On l'a reconduit confortablement, ils disent, et un président qui, 2 mois plus tard, est désavoué. Alors ça, c'est pour les Britanniques. Pour l'Italie et l'Allemagne, l'affaiblissement du président n'est pas une bonne nouvelle pour l'Europe.
on verra avec vous tout à l'heure. Pour l'Espagne, ce n'est pas non plus une bonne nouvelle. Mais eux axent plutôt sur le fait de la montée en puissance du Rassemblement national. Et puis, le journal espagnol El País dit la France a une alternative, soit apprendre la culture du consensus, ou soit être condamné à l'ingouvernabilité. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Alors, en fait, il faut établir un distinguo entre les régimes démocratiques des pays européens. C'est vrai que ces pays que vous avez cités font partie de l'Union européenne et sont des partenaires de premier plan de la France. Mais ça ne veut pas dire que la logique institutionnelle, que les logiques institutionnelles sont les mêmes. Par exemple, en Allemagne, vous avez une culture du consensus qui est très très forte. Vous pouvez avoir dans la même majorité au service du chancelier des gens qui viennent soit de la droite, soit de la gauche pour parler vite et qui sont capables de former un gouvernement. Ce qui n'est pas le cas de la France. Ceci étant, c'est ce qu'a tenté de créer Emmanuel Macron avec une partie de la droite républicaine et une partie de la gauche républicaine pour avoir au final avoir une République en marche qui s'appelle aujourd'hui Renaissance, mais qui est composée à la fois de gens qui viennent de gauche et de droite. Et donc ça a brouillé quelque part le jeu politique et on voit la limite de cette trouvaille du président de la République, c'est-à-dire de créer un parti politique qui va regrouper à la fois des gens de gauche et de droite. Ça, c'est le premier élément. Donc la France il est quand même dans sa ligne. Quand on regarde, il a toujours été un petit peu à droite, un petit peu à gauche. Enfin, il a toujours joué là-dessus, dès le début de son élection. Oui, absolument, parce qu'il a compris, à un moment donné, on a eu un essoufflement de la vie démocratique qui malheureusement se poursuit. Et on s'est dit que pour redonner du souffle démocratique en France, il faut arrêter avec les clivages partisans qui sont superfétatoires, inutiles, accessoires. Le clivage droite-gauche. Voilà, le clivage droite-gauche. Il n'y a guère de différence. Et pourquoi on ne créerait pas un seul parti? Sauf que quand vous avez un parti socialiste qui est de gauche, idéologiquement de gauche, qui devrait représenter dans une large mesure la classe ouvrière, je simplifie au possible, qui devrait représenter la classe ouvrière, qui va s'allier à une droite qui, en principe, va plutôt représenter une forme d'expression de la bourgeoisie, même s'il peut exister une droite populaire. Eh bien, à ce moment-là, les ouvriers que vous étiez censés représenter vont migrer ailleurs, parce qu'ils n'ont pas les mêmes intérêts que les gens de la classe moyenne ou des gens des classes supérieures. Et c'est ainsi qu'on a vu des électeurs qui du Parti communiste, qui du Parti socialiste, partir de manière massive au Rassemblement national. Et en sciences politiques, on fait un distinguo entre les partis de cadre et les partis de masse. Et la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que la France insoumise, par exemple, est un parti de cadre ou un parti de masse? C'est un parti de masse, de gauche. Est-ce que le Rassemblement national est un parti de cadre ou un parti de masse? C'est devenu un parti de masse parce que l'électorat ouvrier du Parti communiste en particulier a migré vers le Rassemblement national parce que dans la tactique politique, ces partis de gauche, qu'on appelle extrême droite et extrême gauche, ont su s'adresser à cet électorat qu'ils ont réussi à fédérer autour d'eux. Et donc, en France, on a une logique majoritaire. Cette logique majoritaire veut que lorsque le président de la République a été élu, pour qu'il puisse gouverner correctement et mettre en œuvre son programme politique, il doit avoir une majorité de députés à l'Assemblée nationale. Et c'est pour ça qu'on parle d'ingouvernabilité, parce que le président de la République réélu avait espéré avoir une majorité absolue, comme il avait eu à l'occasion du dernier quinquennat. Ce n'est absolument pas ce qui se passe. Il a presque supplié les Français de lui donner une majorité. Et quand, par exemple, un des médias espagnols dit que le président de la République, je ne sais plus comment vous avez dit ça, est en train de s'étioler, s'affaisser, mais on peut se demander, est-ce que le président de la République n'a pas commencé à s'affaisser au moment où il y a ce vaste mouvement des Gilets jaunes, où il gagne ce combat contre les Gilets jaunes avec son grand combat. Et en fait, on pourrait se demander, est-ce que ces élections législatives, avec une telle poussée
du Rassemblement national à l'Assemblée nationale avec près de 90 députés. Une telle poussée... 89 exactement. 89 exactement, mais on dit qu'il y a 2 autres députés, je pense que ça doit être M. Dupont-Aignan et quelqu'un d'autre, qui fait que le groupe, en fait, est formé d'au moins 90 ou 91 députés. Ce qui est quand même un groupe extrêmement important. Et donc, on peut se demander, est-ce que la montée en puissance de LFI et du RN n'est pas la revanche des Gilets jaunes, n'est pas la revanche du fait qu'il avait un mode de gouvernance qui n'était pas précisément le mode de gouvernance du consensus, qui n'était pas le mode de gouvernance du dialogue, qui n'était pas le mode de gouvernance de l'écoute qualitative des gens, et qui a abouti au fait qu'il ait été sanctionné. Et c'est ce qu'on appelle la démocratie. Alors, et comment comprendre ce jeu-là de la part des électeurs? Alors, on reconduit le président, et comme disaient les Allemands et les Italiens, on reconduit un président, et puis 2 mois plus tard, on le désavoue. Alors, comment comprendre cela? Alors, comprendre, ça veut dire que la vie politique française a été organisée depuis quelques années pour qu'on puisse retrouver au second tour de l'élection présidentielle le représentant anciennement du Front National et aujourd'hui la représentante du Rassemblement National. Et c'est toujours la même stratégie et la même tactique qui est conduite, c'est-à-dire qu'on fait monter ce parti politique tout au long de la mandature pour que, par exemple, Marine Le Pen arrive au 2e tour. Et lorsqu'elle arrive au 2e tour, la stratégie politique qui est conduite, c'est de dire aux Français, il faut faire un barrage républicain. Il n'est pas soutenable que la France puisse avoir une représentante du Rassemblement national à la présidence de la République. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est qu'il n'y a pas des gens qui vont voter pour un président de la République, et c'est le cas du président de la République réélu aujourd'hui. On n'a pas majoritairement voté pour lui, on a majoritairement voté contre le fait que la France ne pouvait pas avoir comme président de la République Marine Le Pen. Et donc, quand vous votez contre, vous n'avez pas la garantie, lors des élections législatives, et c'est exactement ce qui s'est produit, d'avoir la majorité que vous souhaitez, puisque la légitimité qui vous est acquise à l'occasion de l'élection présidentielle n'est pas une majorité de bonne loi. Voilà. On ne peut pas imaginer, par exemple, quelqu'un qui est un électeur de LFI patenté, qui se dit « je vais voter Macron au 2e tour de l'élection présidentielle pour empêcher Marine Le Pen d'arriver », mais à l'occasion des élections législatives, ce militant LFI patenté qui avait voté pour le président de la République au 2e tour de l'élection présidentielle va voter pour les 2 tours, certainement, pour son candidat et pour le qualifier. Donc ça veut dire qu'il perd des électeurs. Et ce jeu est extrêmement vicieux, parce qu'on n'arrête pas de répéter que le Rassemblement national est aux portes du pouvoir. Et là, ce qui s'est passé, et c'est quand même un fait qui est notable, ça veut dire que sans la proportionnelle, ce parti politique est tellement en train de monter en puissance, y compris chez nous, qu'ils arrivent à avoir, allez, on va rester sur les 89 députés à l'Assemblée nationale, en étant en capacité de se faire entendre, en étant en capacité de démontrer à la nation qu'ils peuvent être un parti de gouvernement demain, puisqu'ils représentent déjà un groupe à l'Assemblée nationale qui est extrêmement important. Parce que la digue que n'ont pas encore franchi les Français, c'est de se dire que ce parti-là n'est pas un parti de gouvernement et que ce parti-là n'est pas capable de diriger la France. Et ce quinquennat-là, il faudra le suivre avec beaucoup d'attention, parce que s'ils font preuve de finesse, de tactique, de stratégie et d'intelligence, ils peuvent apparaître, ce groupe peut apparaître comme étant en capacité de gouverner la France. Et à un moment donné, le slogan du barrage républicain risque de ne plus fonctionner et fonctionne de moins en moins. Alors, quand les pays disent « oui, mais ce n'est pas une bonne nouvelle », qu'entendent-ils par là? Alors, ils entendent par là... Alors, il faut faire attention à qui dit en Allemagne, en Espagne, en Italie, que ce n'est pas une bonne nouvelle pour l'Europe. Et c'est très intéressant la question que vous posez, parce qu'on ne parle pas suffisamment des affaires européennes. L'idéologie du président de la République réélu, c'est de se dire il faut une Europe puissante. Et cette Europe puissante, elle va devenir tellement puissante qu'on va parler de la souveraineté de l'Europe. Et la souveraineté de l'Europe, c'est l'équivalent de la souveraineté de la France, la souveraineté de l'Espagne, la souveraineté de l'Italie, c'est-à-dire des États indépendants. C'est-à-dire qu'on préfigure une Union européenne qui va devenir tellement puissante et qui va devenir souveraine que sa souveraineté va venir
écraser la souveraineté des États-nations, Espagne, Italie, Pologne, Hongrie, etc. Et ce sont ceux qui sont partisans de l'intégration de l'Union européenne, c'est-à-dire de donner le plus de compétences possible à l'Union européenne au détriment des États, qui disent que ce n'est pas une bonne nouvelle, parce que c'est vrai que s'il y a une personne qui porte politiquement, idéologiquement même, la question de la souveraineté européenne, c'est bien le président de la République. Et dans le même laps de temps, vous avez des États, en particulier ce qu'on appelle les PECO, les anciens pays d'Europe de l'Est, comme la Pologne, comme la Hongrie, qui sont sur l'idée de la nation, comme le Rassemblement national, comme la France insoumise, comme le Parti communiste, comme Debout la France de Nicolas Dupont-Aignan. Et donc, ce qui est en train de s'entrechoquer aujourd'hui en termes d'idéologie politique, c'est est-ce qu'on garde la nation française, l'État France souverain, l'Italie souveraine, l'Espagne souverain, ou est-ce qu'on va considérer que ces pays-là, ces États indépendants qui existent depuis des années, vont devenir des faire-valoir de l'Union européenne. Et on en est là. Et c'est pour ça que vous avez, depuis quelques années, à l'occasion des élections européennes, eh bien, ce qu'on appelle les souverainistes qui gagnent les élections européennes, parce qu'ils se disent qu'il n'est pas question que la France puisse être absorbée par l'Union européenne et que la France doit rester un État indépendant avec un discours qui est plutôt gaullien, gaulliste comme on veut. Alors justement, ce vote, qu'est-ce qui va changer pour la France dans l'Europe? Est-ce qu'on peut dire que la France sera affaiblie en Europe? Est-ce qu'on peut dire que non, on va continuer, la France va continuer à être un pays fort? Comment aborder la question? Alors, aborder la question, je réponds au moins sur 2 points. Le premier point, c'est que même si les gens pourraient se dire bon, l'Europe, ça ne nous intéresse pas, c'est loin, l'Europe, c'est notre quotidien. En tout cas, pour nous les Guadeloupéens, parce que nous n'avons plus de francs dans nos porte-monnaies, nous avons l'euro. Donc ça veut dire que la politique économique européenne, la politique monétaire européenne s'applique tous les jours dans toutes les chaumières des citoyens guadeloupéens. Donc ça c'est le premier élément. Et donc la France ne va pas renoncer à son appartenance à l'Union européenne, il ne va pas non plus renoncer à l'euro. Donc de ce point de vue-là, on reste sur la dimension de l'intégration, c'est-à-dire on reste dans l'Union européenne. Mais dans le même laps de temps, il y a un certain nombre de critiques qui sont adressées à l'Union européenne pour dire qu'il y a des décisions que vous prenez, mais qui ne sont pas conformes à l'intérêt général. Et je vais vous donner un exemple qui n'est pas forcément national européen, mais un exemple guadeloupéen. L'exemple guadeloupéen, c'est de dire que l'Union européenne, qui veut être une puissance écologique, qui veut être une puissance économique dont l'économie va reposer sur l'économie de la connaissance, c'est-à-dire tout ce qui est ingénierie, va dire on laisse de côté l'agriculture, on laisse de côté la pêche, et par exemple, vous avez une orientation économique de l'Union européenne qui consiste à dire que la pêche doit être moins considérée, alors que par exemple chez nous, c'est un secteur économique important, et puis c'est une tradition d'aller acheter son poisson. Eh bien, de ce point de vue-là, c'est un des éléments de l'orientation de l'Union européenne avec laquelle on peut être en désaccord. Et c'est pour ça que la France insoumise a parlé de désobéissance à certaines instructions de l'Union européenne, et c'est aussi le cas du Rassemblement national. La désobéissance n'a pas attendu la France insoumise, parce qu'on voit comment les États se comportent au sein de l'Union européenne. Oui, tout à fait, mais parce que chacun fait un peu ce qu'il veut, quelque part. Enfin, c'est plus relatif que ça. C'est-à-dire qu'il y a une résistance. Oui, c'est-à-dire qu'il y a une résistance. Et cette résistance, elle est caractérisée particulièrement par la Grande-Bretagne. Et elle est tellement caractérisée par la Grande-Bretagne qu'elle a fait ce qu'on appelle le Brexit et a quitté l'Union européenne. Donc ça veut dire que même si on veut créer un grand ensemble qui s'appelle l'Union européenne, qui va venir dominer les États, mais les États-nations résistent, et résistent bien. Ouais. Donc, et puis un petit mot sur la guerre en Ukraine. Qu'est-ce que ça peut changer, ou est-ce que Emmanuel Macron aura une pression de ses opposants? Comment ça peut se passer? Puisque certains craignent et disent, oh là là, maintenant on aura des difficultés et ça sera encore pire maintenant qu'Emmanuel Macron est affaibli. Alors, premier élément de réponse, je suis bien content que vous ayez posé cette question-là, parce que ça permet de dire qu'à l'occasion de la campagne de l'élection présidentielle, à l'occasion de la campagne des élections législatives, des journalistes
qui en principe doivent être guidées par le principe de neutralité, affirmait sans embâche, on ne change pas un président de la République en période de guerre. On ne peut pas ne pas penser, ne pas donner une majorité confortable au président de la République parce que nous sommes en guerre. Donc on a utilisé la guerre en Ukraine comme étant un catalyseur pour aider le président de la République dans un premier temps à être réélu président de la République et dans un deuxième temps à lui permettre d'avoir une majorité confortable à l'Assemblée nationale. Alors si sur le premier coup ça a marché, et je ne pense pas que ça ait marché pour la question de la guerre en Ukraine, en tout cas pour les élections législatives, les Français ne sont pas laissés compter et ont décidé de voter comme ils l'entendaient. En dépit de la guerre en Ukraine, les Français ont choisi des thématiques qui répondaient à leurs préoccupations, en particulier la question, alors c'est pour ça que, alors on dit pouvoir d'achat, mais moi j'aime dire la question de vivre décemment. Ils ont choisi comme orientation la question de vivre décemment et vous voyez que le gouvernement actuel commence à parler de thématiques, alors je dis comme il le dit, de pouvoir d'achat. On n'entendait pas ce gouvernement parler de thématiques de pouvoir d'achat et donc en raison de la montée en puissance d'un côté de LFI et d'un côté du Rassemblement national, la thématique du pouvoir d'achat vient à la bouche des membres du gouvernement actuel et je pense que ça risque d'être une des priorités du quinquennat. Le deuxième élément, c'est que on sait que vous m'avez posé la question sur l'Union européenne. L'Union européenne a été créée parce qu'on s'est dit que guerre 14-18, 39-45 en particulier, il faut que ce continent-là ne soit plus un théâtre d'opérations belliqueuses, donc de guerre. Il faut que ça soit un continent de paix et de prospérité économique. Pendant très longtemps, ça a fonctionné. De 1957, création, j'aurais même pu dire 1951, création de la communauté européenne du charbon et de l'acier. Jusqu'à cette année, février 2022, bon, il y a eu la guerre aussi en Yougoslavie. Ça avait bien marché en dépit de la guerre en Yougoslavie et la guerre en Ukraine. Ça avait bien marché, mais on se rend compte qu'il y a des tensions qui peuvent encore exister sur le continent européen et que la guerre, ce n'est pas que pour l'Afrique et pour l'Asie. Et donc, on est là sur des questions non pas simplement militaires, mais des questions de diplomatie, parce que dans le cas de la France, il faut à la fois ne pas ignorer que la Russie est quand même une grande puissance, ayant créé un bloc avec le Brésil, donc la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud, et en même temps une prise de position... C'est ce qu'on appelle les BRICS. Absolument, de l'Europe occidentale qui considère que l'allié doit être les États-Unis d'Amérique et beaucoup moins la Russie. Et là, on est davantage dans un jeu diplomatique et d'équilibre diplomatique qu'uniquement que sur des questions d'opérations militaires, même s'il y a des coups de canon, même si malheureusement il y a des gens qui meurent et qu'il faudra reconstruire demain. Alors, il y a des gens qui disent, et bon, on va revenir tout à l'heure sur vraiment les élections législatives sur le plan local, mais il y a des gens qui craignent une guerre, une vraie guerre, je dirais une guerre qui va s'étendre à tous les pays. Est-ce qu'on peut s'inquiéter, se dire oui, c'est possible? Est-ce qu'aujourd'hui, en l'état de la situation, on peut se dire oui, on va peut-être aller ou certainement aller vers une guerre? Alors, ça me rappelle un souvenir. Quand j'étais en licence de droit à l'université d'Amiens, je me souviens, à l'occasion de la première guerre du Golfe, il y avait un grand général qui était venu dans un amphi à la faculté de droit d'Amiens, qu'on appelle l'amphi 600, et qui était venu nous expliquer que Saddam Hussein n'allait pas attaquer le Koweït et qu'il n'y aurait pas de guerre. Et ce général-là était un conseiller militaire français qui avait beaucoup aidé à la formation des généraux irakiens. Donc on ne sait jamais ce qui peut se produire. Donc on ne peut pas dire Fontaine, je ne boirai jamais de ton eau, le sang ne va pas couler dans les capitales européennes. Bon, mais en même temps, je n'y crois pas. Parce que je crois que ces puissances-là sont suffisamment intelligentes pour comprendre que la Chine est en train de monter en puissance. Il y a ce qu'on appelle des pays émergents, mais qui sont finalement des pays émergés, en particulier parfois de tout petits pays, et que prendre le risque d'installer la guerre en Europe, ça veut dire affaisser, fracasser d'un seul coup toute la prospérité économique qu'on a commencé à construire au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Et je pense que dans ce cas de figure-là, il faut être extrêmement réservé sur l'idée d'une contagion qui irait, je ne sais pas moi, de Varsovie jusqu'à Athènes. On peut penser qu'on est préservé de cela et qu'une fois de plus, il faut imaginer que les équilibres
diplomatiques vont triompher sur les velléités belliqueuses. Ouais, on peut se dire que ça va se passer comme ça. Oui, moi je pense qu'on peut pas être péremptoire, affirmatif, mais qu'on peut être relativement tranquille. Parce que je pense que ce qui se passe là en Ukraine, c'est vraiment un conflit territorial frontalier entre deux pays, voire même deux nations frères, où la Russie se dit j'ai une partie de ce territoire ukrainien que je veux annexer parce qu'il y a une population russophone très importante. Je regardais il n'y a pas longtemps un reportage d'Arte, je peux le dire, sur le conflit entre la Pologne et la Hongrie. Et les Hongrois disent, et j'ai trouvé ça extrêmement intéressant, que les frontières existent pour les États, les frontières existent pour les États, mais les frontières n'existent pas pour les populations. Et là, je me suis dit qu'à l'est de cette Europe-là, l'équilibre qui existe à l'ouest n'est pas aussi garanti. Parce que vous avez des populations, des minorités très importantes dans des pays et qui peuvent déstabiliser l'équilibre de ces pays, comme ça se passe en Ukraine avec la minorité russophone à la frontière de la Russie. Ouais. On peut quand même se dire que gouverner pour Emmanuel Macron sera très difficile. Oui, ce sera difficile pour lui, non pas en raison de la situation internationale, mais ce sera difficile pour lui en raison de ce qui se passe à l'intérieur des frontières nationales. Le ressentiment, alors, il y a des statistiques qui parlent d'eux-mêmes, ce sont des choses dont on ne parle pas souvent, mais j'entendais un sociologue dire qu'à l'issue de la crise du Covid, c'est 1 million de personnes qui ont divorcé en France. 1 million. En Guadeloupe, au tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, c'est 3000 dossiers du juge aux affaires familiales qui pour des divorces, qui pour des pensions alimentaires, qui pour des gardes d'enfants. 3000 dossiers, tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre. Et le Covid en France, c'est 1 million de personnes qui ont divorcé et 3 millions de personnes qui ont décidé de changer de vie, de changer de poste. C'est-à-dire des gens qui habitaient par exemple à Neuilly ou à Courbevoie ou à Créteil qui ont dit « je laisse tout tomber ». Et je vais vivre dans les montagnes et je monte un petit commerce. Donc il y a eu un bouleversement de vie en raison de ce qui s'est passé. On ne peut pas considérer aujourd'hui que les gens nagent en plein bonheur. On peut considérer, y compris en Guadeloupe, qu'il y a une très grande inquiétude avec une pauvreté qui monte et qui va avoir une influence sur la manière de penser des gens qui est renouvelée, sur la manière de voter des gens. Ouais. La manière de voter des gens, merci, ça me permet de faire la transition. Nous essaierons d'analyser circonscription par circonscription et je vous parle maintenant de la première circonscription où on a Olivier Servat qui a eu 15 624 voix contre 5 478 pour Dominique Biras. Est-ce qu'on peut dire qu'Éric Jalton s'était trompé d'homme pour mener ce combat? Ah, vous savez, la politique a ses raisons que la raison ignore. J'ai envie de répondre comme ça. Et puis, la politique n'est pas déconnectée de la vie. Dans la vie, moi, par exemple, je dis, il y a des collègues qui sont des collègues, il y a des collègues qui sont des amis, il y a des confrères qui sont des confrères, il y a des confrères qui sont des amis. Donc, forcément, dans la vie, on a des préférences, même pour des enjeux de pouvoir, des enjeux politiques. Et je pense qu'il y a une phrase de lui que j'ai retenue, c'est qu'il a dit la chose suivante, c'est qu'il voulait d'un député à qui il pourrait faire confiance les yeux fermés. On sait que la politique, c'est un marigot de crocodiles, de caïmans, de tous animaux féroces qu'on peut imaginer. Et donc, il a eu une préférence. Et cette préférence-là a été jugée par les urnes, et les urnes ont parlé, les urnes ont tranché, et on ne peut que... respecter le verdict des urnes, moi. Est-ce que ça veut dire que Éric Jalton, en tant que maire de la ville des Abîmes, est en difficulté aujourd'hui? Est-ce qu'on peut prendre ce raccourci? Absolument pas, je ne crois pas. Je ne crois pas pour deux raisons. La première, c'est qu'on vit dans le pays de Guadeloupe, donc on voit les communes et les villes évoluer. La ville des Abîmes est une ville en complète transformation, et plutôt en transformation dynamique. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il faut découpler les élections les unes des autres. Des élections municipales qui ont un scrutin de liste ne sont pas des élections législatives avec un titulaire et un suppléant. Donc je pense que c'est un parfait raccourci que de considérer qu'il serait en difficulté dans la ville. Il sera jugé en 2026 s'il représente une équipe. Donc il a d'ores et déjà dit, hein, je vous mènerai à la victoire en 2026.
Bon, j'ai pas entendu cette phrase, mais moi, je veux rester sur des choses très très objectives et non pas sur des incantations qui peuvent être très belles. Et il vaut mieux avoir des ambitions et des objectifs dans la vie, de manière générale, et dans la vie politique. Mais je pense qu'il faut déconnecter les élections les unes des autres. Les élections municipales, c'est un scrutin de liste, et les élections législatives, c'est un scrutin avec un titulaire et un suppléant. Et je pense qu'il faut absolument pas confondre les choses. D'accord. Maintenant, dans la deuxième circonscription, on va s'y arrêter. Alors, Christian Baptiste avec 15 484 voix et Justine Bénin, 10 915 voix. Justine Bénin, je le rappelle, qui était sortie en tête au premier tour de ces élections législatives. Alors, est-ce qu'on pouvait s'attendre à ça? Et qu'est-ce qui s'est passé? Comment avez-vous analysé tout cela? Alors, je l'ai analysé, et on l'a analysé parce que Dieu merci, je ne suis pas le seul à faire des commentaires de la vie publique en Guadeloupe, et il faut qu'il y en ait beaucoup. Donc je pense à Georges Calix, je pense à Didier Détouche. Et la question qu'on se posait, c'est qu'on a vu effectivement qu'à l'occasion des élections présidentielles, de l'élection présidentielle, il y a eu le phénomène du dégagisme, c'est-à-dire que la Guadeloupe n'a pas été légitimiste. Généralement, la Guadeloupe vote pour le candidat, le président sortant. Et si la Guadeloupe ne vote pas pour le président sortant à l'élection présidentielle, la Guadeloupe a toujours voté pour, en tout cas, la droite républicaine ou la gauche républicaine. La droite, donc les LR, ou depuis quelque temps, depuis de nombreuses années, pour le candidat du Parti socialiste. Et j'avais en tête le fait que lorsqu'il y avait eu le duel Ségolène Royal-Nicolas Sarkozy, à l'époque où Lurel était fort en Guadeloupe politiquement, eh bien Sarkozy est arrivé en tête au premier tour, et au deuxième tour, il avait remis la machine en route, et Ségolène Royal avait gagné l'élection présidentielle en Guadeloupe, même si Nicolas Sarkozy avait été élu pour l'ensemble de la nation. Et donc, ce qui s'est produit à l'occasion de cette élection présidentielle, c'est un phénomène de dégagisme en Guadeloupe. Dégagisme du légitimisme, c'est-à-dire qu'au premier tour, on sait déjà parfaitement, Mélenchon arrive en tête, et au deuxième tour, le Rassemblement national arrive en tête. Donc, on est dans une forme de radicalité de l'expression politique au premier tour et au deuxième tour de l'élection présidentielle. Et évidemment, la question qu'on s'est posée, c'est est-ce qu'il y aurait eu une continuité de ce dégagisme, de cette radicalité de l'expression politique à l'occasion des élections législatives. Il n'y a pas eu de radicalité totale, il n'y a pas eu de dégagisme total, mais il y a eu une volonté d'alternance de l'électorat guadeloupéen qui a permis donc à Christian Baptiste d'être élu dans la deuxième circonscription et à Élie Califère d'être élu dans la quatrième circonscription. Donc, pas de dégagisme pour les élections législatives, pas de radicalité, mais en tout cas une réclamation de l'alternance. Et on peut se poser la question de savoir si Olivier Servat n'avait pas tourné le dos à la République en marche au dernier moment, est-ce qu'il aurait obtenu un score aussi important ? Alors on peut refaire le match, on peut subodorer, on peut essayer d'inventer. En tout cas, on prend acte du fait qu'il a tourné le dos à la République en marche, même si c'est au dernier moment. Il a congédié Emmanuel Macron et sa politique, et les Guadeloupéens l'ont entendu, et il a été réélu. Donc on peut peut-être imaginer que s'il n'avait pas eu cette stratégie politique, il aurait peut-être subi le même sort que Justine Bénin dans la deuxième circonscription, qui a fait le pari de l'audace, et pour certains même de l'outrecuidance, qui a fait le pari de l'audace, et voilà, je dis même de l'outrecuidance, en disant « j'ai été dans une majorité présidentielle pendant 5 ans, j'ai soutenu ce président de la République, j'estime que son bilan a été bon, donc je parle sous ses couleurs ». Et bon, le pari n'a pas fonctionné, et c'est pour ça que je parle de la formule que j'ai trouvée, c'est les élections législatives, c'est du dégagisme matiné de radicalité. Pourquoi je dis ça? Parce que dans la deuxième circonscription, Michel Tola, qui est la clé de l'élection, fait 3000 voix, fait plus de 3000 voix. Michel Girardari du Rassemblement national fait un petit peu plus de 2500 voix. Oui. Et donc, on peut facilement imaginer, et c'est ce qu'on s'était dit, que au soir du premier tour, si l'électorat de Michel Tola et de Michel Girardari, qui n'était pas un électorat macroniste, reporte ses voix sur Christian Baptiste, eh bien, on va avoir cette manifestation de ce qui s'est passé
en particulier au deuxième tour de l'élection présidentielle. Et c'est ainsi que donc il y a une forme de mimétisme dans le comportement électoral, en plus de la campagne qui a été conduite par Christian Baptiste. Il n'y a pas que ça. Il a mené une campagne. Son discours, il a mis du cœur à mettre du sens dans son discours en parlant de plusieurs transitions écologique, transition sociale, transition politique. Et puis avec des soutiens forts, notamment Madame la mairesse du Moule. Alors justement, est-ce que pour vous, le fait que Justine Benet ait été nommée secrétaire d'État à la mer, ça a été une erreur ou qu'elle ait été nommée avant les élections législatives? Est-ce que ça a pesé dans la balance? Est-ce que ça a occasionné sa défaite? Comment avez-vous vu tout cela? Alors, moi je pense que je peux me tromper évidemment, hein, je suis pêcheur comme tout le monde, je peux me tromper, mais je pense que dans un premier temps, ça a été un catalyseur parce que chaque fois que les Guadeloupéens ont eu une personnalité qui est devenue ministre, ça a gonflé la fierté guadeloupéenne. Je pense que dans un premier temps, ça a été un catalyseur. Du reste, elle est arrivée en tête au premier tour, en dépit du fait qu'elle soutenait le président de la République, dont on sait l'estime que les Guadeloupéens ont pour lui. Bon, je fais un trait d'humour. Donc, elle est quand même arrivée en tête. Donc, je pense que ça a été quand même un élément catalyseur. Après le second tour, et c'est peut-être ce qui a été la surprise, moi, en tout cas, personnellement, je n'attendais ni Michel Girdari, ni M. Tola à ce niveau comment dirais-je, d'adhésion politique. Et ce phénomène-là, parce qu'il y a des gens qui ont gagné, mais il faut aussi analyser, par exemple, dans la première circonscription, Nadège Montout, qui est quand même quelqu'un qui est inconnu, qui arrive quand même à glaner 1718 voix, si je ne me trompe pas. Qui était aux côtés de M. Mélenchon depuis des années. Oui, mais Mélenchon, c'est quand même neuf en Guadeloupe. On découvre Mélenchon à l'occasion de la crise sanitaire parce qu'il tient un discours que les Guadeloupéens, qui convient aux Guadeloupéens. Mais je parle de la nouveauté de cette jeune femme qui n'est pas très connue, qui est dans la majorité des abîmes, mais qui n'est pas très connue et qui arrive pour la première fois quand même à glaner 1700 voix. Donc, et c'est là que je me dis qu'il y a quelque chose quand même qui est en train de se passer dans l'électorat guadeloupéen, même si l'abstention est très forte. Et je pense qu'il faut aussi tenir compte, on aurait pu aussi parler de Yanetti Pesley, qui talonnait Mme Panchard dans la 4e circonscription. Toutes ces personnes-là sont des personnes neuves, ce qui signifie dans une certaine mesure que l'électorat guadeloupéen est peut-être en train de faire une nouvelle mue. Je reste prudent, je reste très prudent, parce qu'il s'agit de gens qui peuvent changer du jour au lendemain. Peut-être que les Guadeloupéens sont en train de faire une nouvelle mue et que les Guadeloupéens sont demandeurs d'une autre offre politique électorale, de notre discours politique et surtout d'une autre méthode. Ce que je dis souvent, les quelques fois où on m'invite à faire des formations pour des élus, et j'en profite pour remercier les maires qui se connaissent et qui m'invitent, c'est que je leur explique qu'aujourd'hui, un électeur guadeloupéen, c'est pas simplement un administré qui vient chercher une fiche d'état civil à la mairie. Un citoyen électeur guadeloupéen, de plus en plus, c'est un citoyen électeur qui n'attend pas de l'élu politique une obligation de moyens, mais une obligation de résultat. C'est tellement vrai que quand ça ne fonctionne pas, il ne se déplace pas, il boude. Attention, attention. Je pense que l'abstention ne dérange pas les gens qui sont au pouvoir. Pourquoi? Mais parce qu'à partir du moment où ils sont élus, ils ont atteint leur objectif. Pour moi, ça coule sur le vernis de leur indifférence qu'il y ait peu de gens qui votent, puisque l'objectif, c'est d'être élu. Mais là où ils pourraient se tromper, c'est ne pas participer aux consultations électorales ne veut pas dire qu'on se suicide en qualité de citoyen électeur. Ça ne veut pas dire qu'on se désintéresse de la vie publique. Ça ne veut pas dire qu'on est indifférent au débat public. Et ça ne veut pas dire qu'on ne va pas chercher d'autres expressions politiques. Exemple, l'envahissement du conseil départemental en 2009.
l'envahissement du conseil régional il y a quelques mois, la tentative d'incendie de la mairie de Basse-Terre. Ce sont des formes d'expression qui ne sont pas des formes d'expression d'apaisement, mais qui sont des formes d'expression. Et donc, il ne faut pas penser que l'abstention est quelque chose de neutre, c'est-à-dire que ce sont des gens qui restent chez eux et qui n'en ont rien à faire de la vie politique. C'est pas vrai, et c'est tellement relatif que pour les élections municipales, qui constituent une consultation électorale extrêmement importante, à ce moment-là, on a une augmentation de la participation électorale, et ça peut être aussi vrai pour une élection comme les élections régionales. Donc attention à ne pas considérer le fait que l'abstention, c'est le fait que les citoyens électeurs qui se sont abstenus une fois ou deux fois sont éternellement des abstentionnistes et ne pensent pas et ne rêvent pas d'une expression politique qui peut verser dans la radicalité. Que va-t-il se passer pour Justine Benin? Est-ce qu'elle pourra rebondir? Ah, là, Alors, moi, j'étais en train d'imaginer, d'ailleurs, j'en ai discuté avec une amie, on n'était pas très d'accord sur ce point-là, parce que sur un autre plateau, j'étais en train d'expliquer que le fait qu'on puisse dire que quand quelqu'un a perdu les élections législatives, ça veut dire qu'il ne peut plus être ministre. Bon, alors c'est une règle politique. C'est une règle politique. C'est une pratique politique qui a été instituée. Mais ce n'est pas une règle qui est inscrite dans la Constitution. Donc on peut imaginer que même les règles sont faites pour être sont souvent contournées, même s'il ne faut pas inviter les citoyens à contourner les règles, mais plutôt à être conformistes. Les règles sont contournées, donc on peut aussi imaginer que le président de la République ou le Premier ministre peuvent se dire, pour des questions d'équilibre, pour des questions de visibilité des Outre-mer, on peut la garder. Moi, je ne suis pas dans le secret ni de Borne ni de Macron, donc je ne peux pas vous donner de révélations. Je ne peux pas donner de révélations croustillantes, mais bon, voilà. Il va se dédire quand même, parce qu'on sait que c'est lui qui avait aussi dit que si un élu ne remporte pas une élection, il ne peut pas rester au gouvernement. Oui, tout donc à fait. Ça, il l'avait dit. Oui, il l'a dit, mais bon, vous connaissez le en même temps du président de la République. Je dis ceci et je dis en même temps son contraire. Et ça aboutit à ce que nous avons aujourd'hui pour les élections législatives, c'est-à-dire des groupes politiques à l'Assemblée nationale qui sont extrêmement forts. Et on aura des combats de coq, je pense, pendant toute la durée de la législature. Oui, des combats de coq. Alors maintenant, troisième circonscription. Alors une troisième circonscription où on a vraiment porté un regard particulier. Alors Max Mathiasin, 12 402 voix et Rodi Tolassi, 11 393 voix. Alors vraiment, au premier tour, Rodi Tolassi était sorti en tête. Au deuxième tour, il a été battu par Max Mathiasin. Là aussi, certains se sont dit, mais il y a quand même une analyse à porter. Comment ça peut être possible que Max Mathiasin soit mis en difficulté dans cette circonscription? Alors, la première chose que j'ai envie de dire, c'est que certains parlent, alors j'aime pas ce qu'on appelle des oxymorons, c'est-à-dire dire quelque chose et son contraire, mais parfois les oxymorons ou les oxymores peuvent avoir du sens. Dans le cas de Rodi Tolassi, c'est ce qu'on peut appeler une défaite-victoire. Ne voilà-t-il pas que c'est un jeune homme qui se présente pour la première fois aux élections législatives? Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui font de la politique, quel que soit leur bord, que s'ils pouvaient avoir une visibilité politique aussi fulgurante en 2 semaines, je pense que, comme disent les footballeurs, ils signeraient tout de suite. Donc on peut considérer, d'ailleurs, M. Mathiasin... 11 400 voix. Oui. D'ailleurs, M. Mathiasin souligne dans ses remerciements à ses électeurs le brio de son challenger. Voilà, ça c'est la première chose. La deuxième chose, ça veut dire que s'il continue... et s'il a encore envie de faire de la politique et qu'il continue comme il a commencé, on peut imaginer qu'au bout d'un moment, il peut remporter quelque chose. Voilà, ça c'est la deuxième chose. La troisième chose, c'est qu'il va devenir de plus en plus attractif pour les médias parce qu'il pèse quelque chose quand même. Il pèse 11 400. Il pèse pas 200, il pèse 11 400. Bon, ça veut dire quelque chose. Ce sont quand même des gens qui ont voté pour lui. Et l'autre élément, c'est que les gens ont voté pour lui et parce qu'ils ont entendu son discours, ils ont entendu ce positionnement. Ça veut dire qu'en Guadeloupe, en termes d'analyse marketing, il y a une stratégie de niche. C'est comme ça qu'on dit ça. J'explique ce que c'est que la stratégie de niche. Ouais. Vous êtes sur un marché, tous les boulangers font du pain classique, du pain blanc. Vous décidez de faire du pain au feu de bois. C'est une stratégie de niche. Lui, il a choisi
une stratégie de niche politique qui a bien marché au deuxième tour de l'élection présidentielle, et il a continué. En plus, il a une stratégie de communication particulière. C'est que sur son affiche, sa suppléante qui apparaissait n'était pas sa suppléante en tant que telle, mais c'était le visage de Marine Le Pen. Donc il était clairement identifié. Et on peut considérer que cette stratégie de communication n'a pas été complètement inutile, même s'il n'a pas pu obtenir la victoire. Donc voilà, donc c'est l'évolution d'une société. Il y a encore quelques années, si on nous avait dit que quelqu'un qui porte les couleurs du Rassemblement national deviendrait challenger quand même d'une personnalité politique en Guadeloupe comme Max Mathiasin, qui a été premier secrétaire du Parti socialiste, premier fédéral, on aurait dit mais non, mais vous rigolez, ben ça se passe. Mais qu'est-ce qui a fait la force de Max Mathiasin au deuxième tour? Est-ce ses soutiens politiques? Évidemment. On a vu il y a trois, pour aller vite, trois communes qui lui permet de remporter la mise. C'est bien entendu sa commune de naissance, là où il vit, là où il plante ses ignames, des haies. Et moi, j'ai inventé un concept qu'on appelle le concept du nationalisme municipal, parce que c'est quelque chose de guadeloupéen. C'est vraiment un travail de fond que j'ai fait, où j'ai démontré qu'il existe ce qu'on appelle en Guadeloupe un nationalisme municipal. Exemple, si vous êtes je sais pas moi, vous êtes abîmien et que vous allez vous présenter aux élections législatives à Vieux Habitants, mais vous ne serez jamais élu. Parce qu'on aime les natifs nato. Il faut vous faites là, il faut lever là, il faut connaître vous, il faut connaître tout nom ma famille pour payer ça et là. Et donc le nationalisme municipal a joué pour lui. À ADE, comme le nationalisme municipal, même si c'est à très peu de choses, a joué pour Rodi Tolassi à Sainte-Rose. Et puis il y a eu évidemment la mobilisation du président. Le soutien du maire de DE aussi. Oui, évidemment. Le soutien du président du conseil départemental, le soutien du président du conseil régional, singulièrement à Bémao, parce qu'il n'est peut-être pas question que Rodi Tolassi arrive en tête au deuxième tour. Et puis on a eu une agrégation de l'opposition et de la majorité bémaotienne, c'est-à-dire que Sylvie Chamougon a soutenu Max Mathiasin, comme la majorité bémaotienne a certainement soutenu M. Mathiasin. Donc voilà, donc il y a des facteurs assez simples qui expliquent sa victoire. Et puis il était député sortant, et puis on peut dire qu'il n'a pas été complètement inactif lorsqu'il s'est agi de se mobiliser sur des grands dossiers, en particulier lorsqu'il y a eu le mouvement des entrepreneurs. Il a quand même été assez actif. C'est quelqu'un quand même qui comme on dit en créole, Kabako Aïban. Donc tous ces éléments-là expliquent qu'il ait pu conserver son poste, le poste de député de la 3e circonscription, parce que c'est pas son poste, c'est le poste de député de la 3e circonscription. Je trouve qu'il faut faire attention au vocabulaire de plus en plus. Il n'y a rien qui appartient à personne à partir du moment où on est dans l'espace public. Et puis, 4e et dernière circonscription, situation inédite, Marie-Luce Panchard qui a jeté l'éponge au deuxième tour. Oui, c'est une situation inédite. Situation inédite. Bon, je pense qu'elle a ses raisons. Mais comme elle ne s'est pas présentée au deuxième tour, donc on est obligé de parler d'Élie Califère, qui est maire de Saint-Claude depuis quelques années. Et là aussi, on vit dans le pays. On voit les communes qui se transforment. Et quand on va à Saint-Claude, on voit à quoi ressemble Saint-Claude. Qui est une ville universitaire depuis quelques années. Dans le cas de Élie Califère aussi, une forme de constance politique dans sa trajectoire. Je ne sais pas dans quelle partie il a démarré, mais il y a une forme de constance politique. Une manière de s'exprimer, parce que quand on fait de la politique, tout le monde souligne le fait que Jean-Luc Mélenchon est un beau et bon tribun, mais on peut aussi dire chez nous qu'il y a de beaux et bons tribuns, et puis il y a une qualité de l'expression de la part de ce monsieur, et puis à chaque fois qu'il s'est présenté au conseil départemental, il a toujours été élu brillamment. Et puis il y a un autre élément de caractéristique territoriale, et ça m'a été appris par mes étudiants qui viennent de Basse-Terre. Alors, j'aime beaucoup mon concept de nationalisme municipal, mais il est un peu relativisé avec deux endroits de la Guadeloupe. C'est Basse-Terre, la région de Basse-Terre et Marie-Galante.
quand les gens de Marie-Galante ne disent pas « je suis capestérien, Saint-Louisien ou grand bourgeois », ils disent « je suis Marie-Galantais ». D'ailleurs, on ne prononce même pas le R, on transforme le R en H et on dit « je suis Marie-Galantais ». À Basse-Terre, ce sont mes étudiants qui m'ont appris ça. Quand je leur disais « vous êtes d'où ?» Ils me disaient « de Basse-Terre ». Et quand je regardais l'affiche, je leur dis « vous m'avez dit que vous êtes de Basse-Terre, mais vous habitez à Saint-Phi, à Saint-Claude ». Et ils m'ont appris que quand on dit Basse-Terre, Basse-Terre, c'est un grand bassin qui part de Gourbert pour aller jusqu'à Vieux-Habitants. Et il se trouve que le maire de Saint-Claude a réussi à avoir une aura qui va de Saint-Claude et au-delà de Saint-Claude. Et je pense que ça a été aussi de nature, avec le soutien de ses amis politiques, ça a été de nature à lui permettre de gagner ces élections législatives dans la 4e circonscription. Alors, quand même, on se retrouve avec 4 députés masculins. Absolument. Pas de femmes. Alors, cette petite touche féminine, est-ce qu'elle va manquer au travail des parlementaires? Je n'en suis pas si sûr parce que la suppléante de monsieur Baptiste à Sainte-Anne, femme, la suppléante de monsieur Califère aussi, c'est aussi une femme. Alors vous me direz que ce ne sont que des suppléantes, mais je ne suis pas sûr qu'il faut forcément considérer les suppléantes d'aujourd'hui ou les suppléantes d'aujourd'hui simplement comme des seconds couteaux. Et on peut imaginer et espérer que ces suppléantes-là auront aussi leur mot à dire dans la manière dont le député subtitulaire va conduire ses prises de position tout au long de la législature. Il faut l'espérer. Alors, il y a eu du renouveau. Est-ce qu'on peut dire que la Guadeloupe va bénéficier d'une nouvelle dynamique parlementaire? Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que les grands sujets soient portés par nos députés? Alors, là, ça me donne l'occasion, vous ne m'avez pas posé la question, mais je l'ai dit ce matin au micro d'un média de vos confrères, sur la question de la constitution du groupe Outre-mer. Là aussi, je suis prudent, parce que c'est pas la prudence du sioux, mais c'est la prudence du chercheur, la prudence de l'universitaire qui est toujours dans son positionnement adhérent de la recherche de l'objectivité scientifique. C'est que je reste réservé sur la constitution de ce groupe Outre-mer. Et ce matin, quand je parlais de ça, ça m'a rappelé en sciences politiques ou en relations internationales ce qu'on appelle le centre et la périphérie. Et je crains qu'en créant ce groupe que j'ai presque envie d'appeler exotique au sein de l'Assemblée nationale, que nous rejouions le match du centre et de la périphérie. C'est-à-dire qu'il y a un groupe qui est composé uniquement de personnes qui, dans la tête du pouvoir central, viennent de la périphérie. Donc vous vous présentez comme étant membre de la périphérie. La deuxième chose que ça me rappelle, c'est que lorsqu'on a décidé de traiter du statut des régions ultra-périphériques au sein de l'Union européenne, on a écrit dans le texte que nous avons des handicaps structurels. Si un groupe des députés outre-mer, c'est pour affirmer des positions, avoir une visibilité, avec une vraie crédibilité politique, avec une intelligence politique et tactique, oui. Si c'est pour créer un groupe politique et nous refaire le jeu de handicap structurel, c'est-à-dire qu'à mendianner pour l'État, alors là, je crois que ça sera un échec total. Et la deuxième chose que j'ai envie de dire pour terminer, c'est un sujet qui me tient à cœur, c'est qu'il faut encore le répéter inlassablement, que le député guadeloupéen, c'est un député particulier au regard de ce que lui propose la Constitution. Le député guadeloupéen est la courroie de transmission des élus locaux pour aller dire au pouvoir exécutif et aux autres parlementaires que la Constitution nous permet d'avoir des habilitations législatives et réglementaires, c'est-à-dire une façon d'appliquer la loi chez nous de manière particulière. La Constitution nous le permet. Et enfin, comprendre que dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, qu'il faut changer de logiciel. On ne peut pas attendre de l'autre qu'il nous propose des solutions. Il faut que nous soyons proactifs, c'est-à-dire que la posture et la structure du discours changent à l'Assemblée nationale, c'est-à-dire ne pas demander à chaque fois à un ministre « qu'est-ce que vous comptez faire pour nous ?», mais lui dire « voilà le diagnostic, voilà les solutions que nous avons élaborées, comment nous pouvons faire ensemble, co-construire ensemble
co-décider ensemble. Je pense que c'est ce chemin-là qu'il faut engager pour gagner en crédibilité politique. Bon, sur le plan local, bon, c'est important, mais pour des députés sur le plan national, c'est encore beaucoup plus important. Merci Pierre-Yves Chicot d'être venu sur ce plateau. Nous aurons l'occasion de nous retrouver sur d'autres sujets ou pour approfondir celui-là, puisqu'on s'est rendu compte que beaucoup disent mais les députés, ils vont faire quoi, comment ça se passe, etc. Donc peut-être que nous aurons l'occasion d'y revenir. En tout cas, merci d'avoir accepté mon invitation. Merci aussi à vous téléspectateurs de nous avoir suivis. Excellente soirée à tous.